D'abord, quelques mots d'introduction. Le premier, c'est que les professions libérales sont connues, on l'a vu à travers la dernière table ronde, par les services qu'elles rendent, par leur proximité, par leur diversité, enfin bref, elles sont connues. Et d'ailleurs, personne n'imagine qu'on puisse réformer ce pays, et notamment en proximité, sans l'appui et sans l'aide des professions libérales. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais ce que tout le monde oublie, c'est deux éléments. Le premier, c'est que c'est aussi une force économique importante. En effet, c'est quand même un secteur qui emploie 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, dont 1 million de salariés, c'est quand même pas rien. Ce sont des emplois qui ont un certain nombre de caractéristiques, ce sont des emplois essentiellement féminins, ce sont des emplois qualifiés, ce sont des emplois de proximité, volontiers non délocalisables. Cette notion de non délocalisable, d'ailleurs, est amenée à évoluer du fait du virage ou de la révolution numérique. Ce sont donc des emplois à haute valeur ajoutée. Et notre secteur produit 11% de la richesse du pays. Enfin bref, il n'est pas suffisamment connu comme étant donc une force économique réelle. Mais il est aussi pas connu, et d'ailleurs on le voit dans tous les sondages qu'on fait, et d'ailleurs un que vous verrez ce soir, qu'on découvrira en fin de journée, le dit très clairement, c'est qu'on ne considère pas aujourd'hui les professions libérales comme étant des employeurs. Voilà. Et or, ce sont des employeurs, et à part entière, d'une part, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont eu une APL qui essaie de rendre cette mission, qui essaie d'exister. C'est compliqué parce que tout le monde n'a pas envie que le pluralisme s'exprime. On l'a vu d'ailleurs. Vous avez été entendu là, il me semble. Un petit peu entendu, mais on l'a vu dans un certain nombre de rapports qui ont eu lieu ces temps derniers. Mon voisin de gauche sait de quoi je parle. Donc, on aspire naturellement, parce qu'on est suffisamment nombreux, parce qu'on est suffisamment puissant, parce qu'en plus on pratique un dialogue de qualité, on est donc évidemment amené, et on sera amené, et ça viendra un jour, à être représentatif au niveau national et interprofessionnel. Vous m'excusez, ce disque peut paraître rayé pour un certain nombre, mais je ne peux pas ne pas le dire en préambule. La deuxième chose, très rapidement, oui, c'est que nous avons des besoins en emploi. On parle de chômage, et quand on interroge les professions libérales, ils ont des besoins. C'est-à-dire qu'ils disent que si aujourd'hui ils le pouvaient, eh bien, ils embaucheraient en moyenne 1,7 employés salariés par entreprise. C'est pas rien. Parce que rapporter donc au nombre d'entreprises 1 million, ça fait du bruit. Hein, donc c'est pas négligeable. Alors pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'en fait, ils ne sont que 0,2 à passer à l'acte. Ben, ils ne le font pas pour un certain nombre de raisons. D'ailleurs, ces raisons sont connues pour la plupart. C'est notamment les obstacles qui tiennent à la complexité, aux ennuis. Enfin, c'est quelque part, une profession libérale ordinaire, lambda, se dit que le bonheur d'exercer est réel lorsqu'on n'a pas d'employé, et donc avoir un salarié, c'est souvent le pas le plus difficile, hein, quand on n'en a pas, et d'en avoir un. Eh bien, c'est le début des embêtements. C'est ça le sujet. Ça va être le sujet de la table ronde. Et c'est le sujet de la table ronde. Eh bien, on va y venir alors. Voilà, merci. François Calfon. L'introduction, on m'entend là, oui. L'introduction qui a été faite à l'instant et qui renvoie à la table ronde précédente me pousse à faire quelques réflexions qui sont plus enthousiasmantes que votre propos, puisque ça fait tant d'années que vous vous battez pour la reconnaissance du secteur des professions libérales. C'est que finalement, il y a un pont qui est en train de se faire entre le monde traditionnel des professions libérales, on en a parlé, hein, les professions médicales et paramédicales, les professions juridiques, et le monde nouveau, alors qui n'est pas la disparition du salariat, hein. D'ailleurs, on vient de parler de la question de l'embauche du premier salarié, mais qui est une forme de révolution du travail qui est en train de se passer sous nos yeux. Et quelque part, je pense, à la fois pour notre marché du travail, puisque c'est un peu de ça qu'on parle aussi, et pour votre structure qui, de fait, est représentative et doit être reconnue comme telle, il y a à prendre ce tournant-là, qui est un tournant d'opportunité, à mon avis, tout à fait clair. Alors, sachant que l'opportunité, je reste un homme de gauche, c'est pas simplement de libérer les énergies, c'est aussi de les encadrer.
J'en veux pour preuve quelque chose qui est proche, mais qui ne sont pas les professions libérales, qui est le statut d'auto-entrepreneur. Sur le plan de la libération des opportunités, il y a quand même quelque chose de réel, mais il faut l'encadrer parce qu'il y a une forme aussi de vampirisation. Le représentant de l'UPA nous dira sans doute pas le contraire, par rapport à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes systèmes de charges, d'obligations, alors charges au sens large du terme, d'obligations sociales, financières, que les auto-entrepreneurs. Là où c'est une opportunité et qu'il y a ce monde qui est en train de se révolutionner sous nos yeux, ça tient, à mon avis, à deux sortes de phénomènes. D'abord, un phénomène sociologique, que le numérique a très bien compris. Le phénomène sociologique, il est que le lien de subordination a fait long feu, d'une certaine manière, et que dans les gens qui se mettent en profession libérale, et notamment les cadres seniors, il y a cette idée qu'on peut se réaliser soi-même sans forcément être sous la coupe, si j'ose dire, d'un responsable, d'un N+1, qui est souvent quelqu'un qui vous aide à travailler, mais parfois quelqu'un qui vous contraint. Donc il y a une forme d'évolution sociologique du rapport au travail et du rapport à la hiérarchie dans le travail, qui évolue et qui est d'une certaine manière une forme d'opportunité. La deuxième raison qui libère ce travail, dans le cadre d'un travail de statut indépendant, qui soit libéral, qui soit en EURL, qui soit y compris en auto-entrepreneur, c'est aussi, à l'autre bout de la chaîne, la précarité, le chômage de masse. C'est-à-dire que quand vous êtes victime, on ne le dit pas assez, de discrimination, que vous n'arrivez pas à trouver un emploi tout court ou un emploi qui correspond à vos qualifications, alors vous êtes tenté par l'aventure, si j'ose dire. Alors l'aventure au bon sens du terme, l'opportunité de l'entrepreneuriat et même de l'entrepreneuriat de nature individuelle, puisque vous dites à quel point souvent les professions libérales se lient avec un gap extrêmement important entre la création d'une activité et l'embauche du premier salarié. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est celui que vous mentionnez, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si on veut, et malheureusement dans ce pays qui est un pays très institutionnel, un pays de culture monarchique, si on veut que le droit suive, et Jean-Denis Combrexel nous en parlera aussi, mais si on veut que le droit et les opportunités, le cadre législatif et le cadre réglementaire et la facilitation fonctionnent, il faut être reconnu comme partenaire social. Ça, je pense que c'est une dimension importante, puisqu'on voit bien que notre dialogue social, on n'est pas là pour faire une table ronde pour savoir s'il faut le dynamiser ou pas, il suit quand même le poids de ceux qui sont représentatifs en son sein. Et il est clair, et j'en termine par là, parce que je vois notre animateur... Non, mais c'était le propos du président Chassan quand il a accueilli la ministre du Travail tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, il est clair qu'il y a un moment donné, les faits sont têtus, comme dirait l'autre, et que les difficultés par rapport au RSI, les difficultés de report de charges, etc., ont du mal à atteindre le dialogue national interprofessionnel quand on n'y est pas représenté, même si, naturellement, l'UPA fait un peu le travail à votre place, même si c'est deux secteurs proches, puisque les problématiques peuvent se rencontrer. Je ne dis pas que c'est les mêmes, mais elles peuvent se rencontrer. Donc il y a aussi un sujet de reconnaissance. Et pourquoi j'ai commencé par là, et j'en terminerai par là où j'ai commencé, c'est qu'il y a l'opportunité de la révolution du travail. J'ai cité deux raisons, on pourrait en citer une troisième qui est dans toutes les interventions, c'était la révolution du travail par le numérique, et qu'il faudrait être en capacité, pour être inventif, de saisir cette opportunité de la révolution du travail pour qu'elle ait voix au chapitre sur la négociation sociale, sur le dialogue interprofessionnel, sur le dialogue social, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est fondamental. Ou alors, dans 10 ans, et le président Chassan nous dit à quel point son combat est un combat de long terme, dans 10 ans, on sera toujours un petit peu rendu au même point. Enfin, j'en termine par cette phrase, loi dialogue social, suite à un accord interprofessionnel qui a failli intervenir. Il n'y a pas de progrès social sans dialogue social. Voilà. Je sais que c'est très contesté. Après que le Premier ministre Fillon ait sanctuarisé en son temps le dialogue social, préalable à toute loi qui ait un impact sur finalement la vie des entreprises ou des branches, il est de fort bon ton en ce moment de dire à quel point ce dialogue social, ce code du travail est une gêne. Eh bien, moi, je pense au contraire que les pas qui ont été avancés un peu à la façon dont il existe des commissions de dialogue social dans le domaine de l'artisanat sur de la très petite entreprise ou même, voilà, sont des pas fondamentaux parce qu'il faut un pacte
après tout, la distance entre le chef d'entreprise et le salarié dans le monde des professions libérales est très, très, très courte. Et il faut un pacte entre ceux qui en sont salariés et ceux qui sont créateurs de ces petites entreprises. C'est aussi fondamental pour la reconnaissance et la dynamique, je suis à côté de Bertrand Martineau, et la dynamique de création d'emplois. Merci, Jean-Denis Combrexel. Pardon. Oui, merci. Bon, pour deux choses rapidement, il y a sur la question du Code du travail et sur la question de la négociation, pour dire les choses un peu directement. Sur la question du Code du travail, quoi, je reprends ce qu'a dit le président Chassan, c'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement important, du point de vue économique, du point de vue social, et c'est un secteur qui est en capacité de négocier. Donc la question qui est posée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme environnement pour avoir quelque chose qui soit propice à la fois à l'embauche et aussi à des relations de travail qui soient normales au sein des différentes professions libérales. Et la question qui est posée, c'est est-ce que le Code du travail est en adéquation par rapport à cette approche ? Bon, je pense qu'on peut avoir des interrogations, mais le vrai point, c'est de savoir pourquoi on a un code qui, éventuellement, ne prend pas en compte un certain nombre de choses, notamment s'agissant des petites entreprises et des professions libérales. Alors, soit on dit que c'est parce qu'il y a des hordes d'énarques qui comprennent absolument rien et que, bon, bah, finalement, c'est foutu et que c'est parce que c'est les ministères, c'est les cabinets, c'est les ministres. Donc, on peut le dire. En fait, simplement, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Du moins, si on veut être efficace, parce que si on peut toujours faire des discours en disant contre le Code du travail, la réalité est un peu plus compliquée que ça. Et c'est que, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Code du travail, mais si on prend l'angle profession libérale, je pense que tous, je ne parle pas de cette salle ici, mais enfin beaucoup de gens qui sont des acteurs qui contribuent à l'élaboration de la norme ont en réalité en tête une sorte de logiciel qui tourne autour plutôt de la moyenne ou de la grande entreprise. Mais je dis tous, hein, c'est-à-dire que ce soit les responsables politiques, les fonctionnaires que je suis, les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Bon. Et en réalité, souvent les réformes sont bâties autour de cette, disons, l'entreprise en gros qui tourne autour de 500 1000 salariés, et que comme une fois que la réforme est bâtie, on s'aperçoit que ça ne tourne pas quand on l'applique à l'entreprise artisanale ou qu'on l'applique à la profession libérale, du coup on fait des exceptions et c'est là qu'on se retrouve avec les seuils. C'est un peu ça le mécanisme. Donc il faut arriver à trouver... mais quand je dis ça, c'est là que c'est important, me semble-t-il, c'est que c'est pas uniquement le fait des fonctionnaires qui comprennent absolument rien, on est dans un système qui tourne de cette façon. Et c'est un peu plus compliqué, donc, si on veut être efficace. Il faut changer le logiciel. Comment ? Il faut changer faire évoluer le logiciel. Ouais. Mais ça suppose que tout le monde s'y mette, y compris les organisations professionnelles, y compris les organisations syndicales. Hein, et le deuxième point, c'est un peu lié d'ailleurs, c'est la question de la place des professions libérales dans la négociation collective. Quels que soient les rapports, j'ai toujours souhaité que les professions libérales soient associées, notamment au niveau interprofessionnel. Donc il y a la question de la place au niveau interprofessionnel. C'est vrai que les professions libérales ont des choses à dire, donc il faut qu'elles soient davantage présentes dans le débat interprofessionnel. Et puis il y a la question des branches. Je crois que la ministre vous en a parlé. Les branches sont très structurantes en la matière, et donc ça suppose que là aussi, ça ne sera pas uniquement les fonctionnaires du ministère du Travail et de l'Emploi, ça suppose que les professionnels fassent des choses pour que les branches, et notamment les branches qui représentent les professions libérales, soient justement innovantes et puissent dire et proposer des choses. Et puis il y a la question aussi, alors là j'en parle un peu dans le rapport, c'est de savoir si justement il ne pourrait pas avoir des systèmes un peu innovants qui permettraient d'avoir des sortes d'accords types ou de projets types qui soient adaptés à chaque petite entreprise. Alors ça peut être vrai pour les petites entreprises commerciales ou artisanales, mais ça peut être vrai aussi pour les petites entreprises, les professions libérales. Autrement dit, pour être très concret, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte de document type avec éventuellement des adaptations pour un cabinet d'avocats, un petit cabinet d'avocats, j'entends, pour un cabinet de médecins, pour tout ce qui fait le fond des professions libérales. Merci. Bertrand Martineau. Oui, merci. Bonjour. Quelques remarques en vrac et rapides. Vous avez, puisqu'on parle d'emploi, c'est des chiffres, des statistiques. Vous avez un problème statistique. Et je parle de problème statistique, je ne parle pas d'un point de vue technique, c'est un problème politique. Parce que la première chose qu'on doit savoir faire, c'est se compter et être compté.
Hein, et là, on est en plein dans la politique, en fait. Et autant vos métiers sont connus, tout le monde sait ce que c'est qu'un médecin, un expert géomètre, etc. Autant votre secteur, vous n'êtes pas reconnu comme un secteur. Hein, donc la loi en 2012 vous a reconnu les professions libérales, suivant ça d'ailleurs ce que voulait Bruxelles, mais vous n'êtes pas un secteur au sens statistique du terme. Et d'ailleurs, quand l'INSEE vous étudie, il ne vous étudie pas. L'INSEE connaît les indépendants, les non-salariés, donc en gros, il vous met avec les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles. Bon. Or, ce sont des problématiques, évidemment, économiques et financières qui n'ont strictement rien à voir. Donc ça, c'est la première remarque. Donc il y a des choses à faire. Une réponse que vous pouvez apporter, c'est de développer l'outil que vous avez mis en place, qui est l'Observatoire national l'Observatoire des métiers et des professions libérales. Je crois qu'il faut vraiment aller dans cette conclusion, parce qu'il faut que vous vous aidiez vous-même. N'attendez pas tout de l'appareil statistique de l'État, qui est compétent, mais qui est lourd à faire évoluer. Deuxième élément, ça a déjà été dit, j'y reviens pas, vos métiers sont dynamiques, ce sont des métiers du droit, de la santé, du conseil, de l'expertise technique, comptable, financière. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude sur vos professions, ce sont des professions qualifiées, y compris d'ailleurs vos salariés. Donc, vous êtes en plein dans la croissance de la nouvelle économie, vous n'avez pas d'inquiétude métaphysique à avoir, ça me paraît assez évident. Par ailleurs, ce sont des métiers qui sont, comme on a dit, non délocalisables, car ils sont attachés à des entreprises ou à des services, à des personnes. Et ce sont également, ça c'est important, ce ne sont pas forcément des métiers qui se concentrent, qui s'agglomèrent dans les métropoles. C'est-à-dire que vous avez toutes vos places aussi dans les territoires ruraux, mais surtout dans les petites et moyennes villes. Et on sait que c'est ce que certains géographes maintenant appellent la France périphérique. On sait que c'est là qu'il y a beaucoup de malaise dans les territoires. Et là, vous avez un rôle à jouer, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les grandes multinationales n'iront pas sur ces territoires-là. Donc, il y a besoin non seulement de services publics, c'est évident, mais on a besoin de ces professions libérales, des très petites entreprises en général, etc. Troisième remarque, comment développer le potentiel d'emploi qui est évident ? Bon, ça, on en reparlera certainement. On parle du droit du travail, on pourrait parler de la rupture du contrat de travail. Je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur la rupture du contrat de travail, même si c'est important et qu'il faudra en parler, mais aussi sur la flexibilité interne, c'est-à-dire le droit du travail à temps partiel. C'est 1/3 de vos salariés. Or, le droit du travail à temps partiel en France est une horreur, il faut bien dire, d'une complexité extraordinaire. Or, vous n'êtes pas des spécialistes des RH, vous n'avez pas de DRH, vous êtes vous-même votre propre DRH, donc c'est un sujet. Mais il faudrait parler de l'environnement réglementaire et fiscal. Michel Chassan sait à peu près de quoi je veux parler. On a été autrefois sur ces sujets, sur le problème des médecins et de la paperasserie administrative, etc. La stabilité des normes, bon, tout ça, c'est des points très importants. Enfin, dernier point, sur la méthode. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon collègue Jean-Denis Combrexel. Fondamentalement, et pour simplifier, le droit du travail français, avec tous ses défauts et aussi ses qualités d'ailleurs, il n'est pas fait pour vous, très clairement. Il est fait pour les grandes entreprises industrielles, avec des ouvriers à peu près homogènes, un temps de travail qui se décompte, etc. Alors je simplifie, je caricature évidemment, mais en gros c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, très concrètement, je l'ai vécu comme ça, moi, quand on veut changer le code du travail, bon, on n'est pas complètement dans une tour d'ivoire, les énarques, etc. Bon, on discute avec les gens. On discute avec qui? Qu'est-ce qu'on appelle quand on a un sujet super technique à régler? On appelle un DRH d'une grande entreprise. Voilà, c'est tout. Parce qu'il est super compétent, parce qu'il a des idées, et parce qu'il a des problèmes à régler, parce qu'il est du même monde, etc. C'est évident. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc voilà pour les pouvoirs publics. Et du côté des partenaires sociaux, je suis désolé, et là je rejoins aussi ce que dit Jean-Denis, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les énarques qui font des circulaires de 150 pages. Lisez, enfin non, ne lisez pas, les 42 pages de l'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle de décembre 2013, c'est un monument. C'est un monument. C'est-à-dire que même un chef de bureau du ministère du Travail n'arriverait pas à faire ça. Hein, voilà. Donc ça veut dire que c'est aussi les grandes entreprises, les DRH, etc., qui inspirent les textes interprofessionnels. Hein. Donc le fait de tout rendre au niveau interprofessionnel ne règle pas la solution. Donc c'est sympathique dans les discours politiques, dialogue social, voilà, on saute sur la chaise comme un cabri, disait un célèbre chef d'État, dialogue social, mais ça ne prend pas. Alors il y a une nouvelle mode qui est très très importante, et en l'occurrence ce n'est pas qu'une mode, c'est la décentralisation du dialogue social au plus près de l'entreprise. Bon, j'ai participé à un rapport sur l'Institut Montaigne qui rejoint très largement, d'ailleurs, par certains aspects, le travail de Jean-Denis Combrexel. Donc, bien sûr, dialogue social dans l'entreprise, les accords collectifs. Et on fait comment quand vous avez 1 ou 2 salariés? On fait comment? Alors, première solution, la branche. Alors, réhabiliter la branche, très important pour les TPE. Évidemment, il y a un énorme chantier à faire. Mais ça ne suffira pas. Je veux dire qu'il y a un moment, il faut être aussi sur le contrat.
sur la négociation individuelle avec la personne, c'est 1 ou 2 salariés. On parle de référendum. Bien sûr, oui, très bien le référendum d'entreprise. Vous faites comme un référendum avec 1 salarié. Vous voyez, ça devient absurde. Donc il y a un moment, il faut aller plus loin encore et se poser la question de savoir sur des sujets aussi importants que le temps de travail, par exemple, ou la formation professionnelle, etc. Je crois qu'il faut arriver à des accords locaux, mais tellement locaux que ça doit concerner à la limite que le contrat de travail. Donc il faut aussi réfléchir là-dedans. Je pense que la solution du dialogue social dans l'entreprise, et Dieu sait si je la porte, n'est pas suffisante, pas toujours adaptée à vos cas. Donc il ne faudrait pas qu'à l'occasion d'une future réforme qui mise tout sur le dialogue social en entreprise, vous soyez les grands oubliés de la réforme. Voilà. C'est fait pour ça, cette journée, d'ailleurs. Monsieur Burban. Merci. D'abord, je voudrais vous transmettre toutes les amitiés du président Crouzet qui aurait souhaité être présent, parce que c'est vrai que nos activités peuvent être très différentes, mais entre les entreprises représentées à l'UNAPL et celles qui sont représentées à l'UPA, il y a des caractéristiques qui sont très proches, en fait, et notamment sur les sujets qu'on évoque ce matin. Alors, moi, je voudrais évoquer tout ça en 3 points qui, pour moi, sont 3 grands chantiers auxquels devraient s'attaquer les pouvoirs publics. Le premier chantier, c'est de constater que, année après année, vous avez 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification, que, année après année, le chômage ne cesse d'augmenter, que, année après année, on continue à constater qu'il y a une inadéquation entre les formations des jeunes et les besoins de l'économie. Voilà. Et ça, si on ne s'attaque pas à ça, eh bien, on n'en réglera jamais le problème. Donc il faut tendre vers une adéquation entre les formations, que ce soit la formation initiale, la formation professionnelle, l'apprentissage et les besoins de l'économie. Parce que malheureusement, en tout cas dans les secteurs représentés par l'UPA, aujourd'hui encore, nous avons des postes qui sont non pourvus. Ça, c'est le premier point, à mon avis. Le deuxième point, et le président Chassan l'a dit, c'est que l'emploi, il y a l'emploi salarié, c'est une évidence, mais il y a aussi l'emploi non salarié, c'est-à-dire ce qu'on appelle les travailleurs indépendants. Or, il n'y a jamais eu de vraie politique, en tout cas en termes de constance, en direction des travailleurs indépendants. Alors, si, vous allez me dire, et a été évoqué le régime de l'auto-entrepreneur. Mais quand on parle du travailleur indépendant, et notamment via le régime de l'auto-entrepreneur, c'était pour faire des petits boulots. C'était pas pour être une vraie première étape pour la création d'emplois. D'ailleurs, on le voit bien. Vous avez près d'1 million de personnes qui ont choisi le régime de l'auto-entrepreneur, parce que c'est pas un statut, hein, c'est seulement un régime fiscal et social. Et vous avez jamais que 2% de ce vivier qui a franchi et qui a créé vraiment une entreprise. Donc on voit bien que c'est pas ça. Et d'ailleurs, plus récemment, malheureusement, et c'est ce gouvernement, l'une des premières mesures qui a été prise en 2013, ça a été d'alourdir la charge des travailleurs indépendants, puisque je rappelle qu'au titre des contributions sociales, il y a eu, à partir de 2013, plus de 1,1 milliard de cotisations en plus. Voilà, il a fallu se battre comme des beaux diables, par ailleurs, pour essayer de réduire les cotisations au RSI. Puisque, là encore, quand le gouvernement a fait le pacte de responsabilité que l'UPA a salué comme d'autres organisations, sauf que le pacte de responsabilité, il était centré sur l'emploi salarié et pas l'emploi non salarié. Et qu'il a fallu encore se battre comme des beaux diables à chaque fois pour essayer d'obtenir des dispositions spécifiques pour les travailleurs indépendants. Et ça, donc, c'est un point important. Il faut revaloriser et repenser le travail indépendant, mais pas sous l'angle petit boulot, mais sous l'angle véritablement d'un statut en direction des chefs d'entreprise, et ils sont nombreux dans l'artisanat, dans le commerce de proximité et dans les professions libérales. Troisième point, et ça a été évoqué par Jean-Denis Combrexel bien évidemment, la simplification du droit du travail. Alors sur la simplification du droit du travail, on peut tous s'accorder, et au moins ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui tout le monde constate que c'est très complexe, à la fois pour les salariés et pour de nombreux chefs d'entreprise. Et je dirais même pas les chefs de petites entreprises. Carlos Ghosn, je suis certain qu'il ne connaît pas son droit du travail. Et pour ce faire, il est obligé d'avoir des experts. Donc de toute façon, cette complexité, au moins chacun reconnaît que c'est un point problématique en termes d'emploi.
Sauf que, effectivement, comme ça a été dit par Jean-Denis Combrexel en particulier, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, enfin, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas récent, tout notre droit du travail a été construit avec le prisme grandes et très grandes entreprises. Et effectivement, ça continue. Ça continue. Mais là, ça veut dire effectivement que nos organisations, et nous faisons dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'UNAPL, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on soit plus présent. Et nous nous battons pour ça. Sauf que, parce que sur le fait qu'il y ait le prisme grande entreprise, il y a plein d'explications. Mais une des explications, alors ça a été donné tout à l'heure par M. Martineau, qui parlait effectivement que nos accords étaient plutôt construits sur la base des idées des grands DRH, avec des DRH plutôt de grandes entreprises, mais il y a aussi un problème vis-à-vis des pouvoirs publics. Et un problème qui est totalement d'actualité sur la représentativité patronale. Il y a pas 4 matins, on a fait une réforme, puisque vous savez qu'il y a eu la réforme de 2008 pour les syndicats de salariés, et il y a enfin eu une réforme pour les organisations patronales, que l'UPA d'ailleurs était l'une des rares organisations à appeler de ses voeux, puisque au MEDEF, et Laurence Parisot disait « mais vous n'y pensez pas, voyons, nous avons une représentativité de droit divin, donc pourquoi aller chercher et mesurer notre représentativité ?» La question ne se pose pas. Finalement, et là, on peut saluer les gouvernements successifs, puisque François Fillon l'avait dit dans un discours de politique générale, et ce gouvernement l'a fait. Sauf que, alors il l'a fait sur la base d'un excellent rapport qui s'appelle le rapport de Jean-Denis Combrexel, mais sauf que vous avez une loi qui a été votée le 5 mars 2014, et là, nos amis du MEDEF sont en train de se rendre compte. Alors, quand je dis ça, on a besoin du MEDEF. Hein. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le MEDEF, loin de là. Il faut simplement que le MEDEF ait sa juste place. Or, le MEDEF se rend compte que la loi du 5 mars 2014, mais elle lui est très défavorable. Parce que jusqu'à présent, il vivait avenue Bosquet et avant avenue Pierre Ier de Serbie dans la science-fiction, et ils ne connaissaient pas leurs troupes, puisqu'ils estimaient représenter toutes les entreprises de France et de Navarre, quelle que soit leur taille. Donc aujourd'hui, ils viennent de se rendre compte que les critères tels qu'ils ont été votés quand même, hein, ne sont pas bons pour eux. Et que le monopole qu'ils assurent aujourd'hui pourrait être remis en cause. Sauf que, je dirais que si nous étions dans une république à peu près normale, une loi qui a été votée le 5 mars 2014, le gouvernement, enfin moi je serai au gouvernement parce que c'est lui qui l'a présenté, c'est lui qui l'a fait voter, c'est sa majorité qui l'a voté. Je me dirais, je ne remets pas sur le tapis une loi qui vient d'être fraîchement votée. Eh bien si, puisque le gouvernement, via son ministre du Travail, a tenté de faire adopter via un amendement une modification des paramètres et des règles de représentativité. Il a fallu l'intervention, et notamment du président Chassang, et de tous, une APL, et UPA, et la CGPME, pour contrer cet amendement, ce qui est quand même hallucinant, parce que, je veux dire, on parle de concertation, et on vous colle en catimini un amendement qu'on découvre le mardi matin, pour un vote le mardi soir. Bon. Et en plus, on n'a pas été prévenu par le gouvernement, ce qui est quand même plus que surprenant dans une démocratie. Bon. Et cerise sur le gâteau, puisque le gouvernement, et que le MEDEF évidemment, parce que là, il tremble en ce moment, parce que si les règles sont maintenues, effectivement, ils n'auront plus, je me répète, le monopole, mais le gouvernement a quand même accepté de présenter un amendement à l'Assemblée nationale, et qui a été voté, et qui vise quand même à remettre en cause un certain nombre des dispositifs. Alors certes, ça ne touche pas le dispositif de fond sur la représentativité pour l'instant, puisque ça ne vise que la répartition des fonds de financement et les membres du Conseil, enfin la représentation des membres des organisations patronales à la GFPN, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir un projet de loi concernant le droit du travail qui va être porté par Madame El Khomri, et évidemment, compte tenu des positions déjà prises par le gouvernement, il y a fort à penser que les règles seront revues. Et à partir du moment où on laisse un monopole à une organisation qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, représente essentiellement des très grands groupes, eh bien, on ne pourra toujours qu'aboutir aux résultats que l'on connaît. Dernier point mais on y reviendra peut-être,
sur effectivement le renvoi au dialogue social, nous, on y est très favorable. Il faut que le Code du travail fixe les grands principes et renvoie aux partenaires sociaux le soin de les mettre en œuvre parce qu'ils connaissent mieux. Mais il ne faut pas croire aux toutes entreprises. Juste 2 chiffres. Hein. Alors je sais bien, parce qu'aujourd'hui, il y a un sport qui est de dire, comme on n'a plus de courage politique, donc les politiques, ils disent, bon, on renvoie aux partenaires sociaux, hein, et puis vous faites des dérogations. Résultat, nous-mêmes, UPA, on a signé un accord en janvier 2013 qui est une catastrophe. Hein, c'est-à-dire qu'il a imposé des choses, et notamment la complémentaire santé obligatoire, même si elle peut avoir des avantages, et que nous y sommes favorables pour des raisons d'attractivité de nos entreprises, mais les mesures de simplification, elles n'ont touché que moins de 10 groupes français quand même. Voilà. C'était pas French bashing, c'était MEDEF bashing. Nora Berra. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais revenir sur un point essentiel. On parle de profession libérale. Et l'exercice libéral, il faut, je crois, rappeler un fondamental qui est la liberté. Libéral réfère à la notion de liberté, qui est une valeur qui sous-tend justement un exercice où il y a une indépendance dans l'exercice d'une profession qui, rappelons-le quand même, est un statut qui date maintenant de 2 siècles, hein, avec la réglementation de certaines professions en matière de santé, de droit. Et on voit bien qu'à travers les décennies, c'est un secteur qui ne reste pas finalement ancré sur les questions de droit ou de santé, même si les questions de santé sont majoritaires. Et on assiste à un élargissement du champ d'exercice avec d'autres professions plus techniques et de conseil en particulier. Alors, pour revenir justement à cet élargissement de la palette de professions, en fait, c'est corrélé, je dirais, à un nouveau mode, une nouvelle aspiration dans la façon d'exercer un métier. Je rappelle quand même que vous exercez des métiers à haute valeur ajoutée, ça a été dit, des professions hautement qualifiées, on l'a dit également, et on voit bien que cet élargissement de champ méritait une redéfinition justement des différents métiers inclus dans ce mode d'exercice. Et on a vu, en effet, la Commission européenne essayer de cibler autour de 250 professions. Mais quand même, moi qui connais un peu plus les professions de santé, Michel Chassan également, on voit bien qu'elles sont majoritairement représentées par justement les professions de santé, médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes. Et il faut pointer quand même que dans ce mode d'exercice libéral, ce sont des professions qui ont été jusqu'à aujourd'hui assez peu concentrées. Donc chacun exerce son métier dans son coin, livré à la complexité administrative, à des charges très pesantes. On voit bien aujourd'hui que c'est un mode d'exercice qui ne convainc pas parce qu'il il s'engage finalement avec beaucoup de contraintes. L'installation d'un médecin, c'est 50 000 € de frais d'avance. Ensuite, quand on voit que la consultation qui est majorée, en tout cas la consultation du médecin généraliste est à 23 €. On sait que sur ces 23 €, la moitié est consacrée aux charges, que ce soit la fiscalité, que ce soit le fonctionnement du cabinet. Donc on voit bien que de ce point de vue, les jeunes médecins ne sont bien pas engagés à s'orienter dans ce mode d'exercice-là parce que ils observent une sorte de paupérisation. Alors, la profession libérale se heurte finalement, on voit bien que, s'agissant des professions de santé et du droit, on voit bien que finalement, ce sont des prestations de service public, quelque part. Hein. Donc, ce sont des questions qui sont hautement qualifiées. Et quand on voit, et là, je reviens sur la question du gouvernement qui tend à déréglementer certaines professions, on voit bien que
la déréglementation qui, sous-tendue par la question de la mise en concurrence des professionnels, est inappropriée dans ce domaine-là. Justement parce que ce sont des professions qui sont extrêmement qualifiées et la qualité du service qui est rendu ne peut pas prétendre à une concurrence d'un produit dont on aurait arrêté un coût et qui pourrait prétendre à une liberté de fixation d'un coût par le professionnel lui-même. Donc on voit bien que la déréglementation est quelque chose d'inapproprié dans ce domaine-là et qui aboutira de fait à une re-réglementation qui aura elle-même un coût pour la collectivité. Donc la tentation de déréglementer ces professions sont, de mon point de vue, assez inadaptées parce qu'elles généreraient davantage de coûts. Alors elles se heurtent à un double défi, ces professions. D'abord à la question de la révolution technologique. Et de mon point de vue, il ne faut pas voir la révolution technologique comme un remplacement de ces qualifications extrêmement performantes des professionnels. Au contraire, moi, je mise plutôt dans la complémentarité des services. On a beaucoup parlé de la e-santé dans le domaine de la santé et certains parlementaires, lors de la discussion de la loi HPST, s'étaient érigés contre effectivement la e-santé parce qu'ils avaient peur que la technologie remplace l'aide humaine. La question n'est absolument pas là. Au contraire, il faut miser sur la complémentarité des services. Et le deuxième défi, qui est la répartition géographique de ce service public, peut reposer précisément sur les nouvelles technologies. Et on voit bien comment l'aide humaine qui ne serait pas présente sur certains territoires pourrait être bien suppléée par de la technologie au plus proche justement des besoins de nos concitoyens. Donc ce double défi technologique, répartition sur les territoires, avec une prestation qui ne peut pas être fixée par le professionnel, mais au contraire qui a besoin d'une réglementation, ce qui veut dire aussi, par conséquence, qu'il s'agit dans ce secteur-là d'une difficulté. Pourquoi ? Parce que le coût de la prestation se heurte à la solvabilité de la finance publique. On voit bien que là, la question de la rémunération des médecins est limitée par le budget de l'assurance maladie. Et quand on parle de levier de création d'emplois, à un moment donné, les cabinets médicaux, les cabinets ou de paramédicaux ne dégagent pas suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir investir et pour pouvoir financer justement des emplois salariés. Alors, d'où effectivement, on a beaucoup engagé les professionnels à se regrouper parce que ces professions ne sont pas concentrées, donc à se recentrer parce qu'on n'aime plus travailler de façon solitaire, mais plutôt à travailler dans la complémentarité là aussi, pour essayer de mutualiser les besoins et, par conséquent, de pouvoir dégager des marges de manœuvre à, là aussi, générer des emplois salariés au sein des cabinets dans le cadre de maisons pluridisciplinaires, par exemple. Merci Nora Berra.